Les bunkers, forteresses ultimes conçues pour résister à tout sur le champ de bataille moderne. Explosions nucléaires, frappes aériennes, artillerie incessante, aucun problème. Pendant des décennies, ces bastions souterrains semblaient impénétrables. Jusqu'à maintenant, des pays comme l'Iran, la Corée du Nord et la Chine ont dépensé des milliards pour transformer la Terre en leur bouclier, confiant qu'aucune arme ne pourrait les toucher. Mais si cette confiance était erronée, découvrez le brise bunker, ces bombes effrayantes qui ne font pas qu'atteindre leur cible, mais les détruisent complètement. Elles déchirent le béton armé et l'acier comme un couteau chaud à travers du beurre, faisant même des bunkers les plus profonds semblent être des châteaux de sable face à un raz-de-marée. Cette vidéo analyse l'évolution de ces armes redoutables. Des conceptions révolutionnaires de la Seconde Guerre mondiale aux monstres modernes comme le Guided Bomb Unit 57, capable de déchirer 200 pieds de béton. La grande question est, peuvent-ils être arrêtés? Existe-t-il une défense contre une arme conçue pour transformer les forteresses en décombres? Des pays comme l'Iran, avec leur béton de pointe, ont-ils une chance face à ces destructeurs de bunkers qui semblent vraiment imparables? Découvrons-le. Comme le dit si bien un vétéran de l'United States Air Force, la seule défense contre un destructeur de bunkers est d'être ailleurs. Cependant, il existe des moyens pour tenter d'arrêter une bombe destructrice de bunker avant qu'elle n'atteigne sa cible. Mais pour comprendre pourquoi c'est la seule voie à suivre, nous devons nous plonger dans la science de ces armes massives. C'est comme affronter un boxeur poids lourd. Anticiper ses mouvements pourrait vous donner l'avantage nécessaire pour esquiver le coup fatal. Cependant, pour comprendre les bombes Bunker Buster, il faut aussi explorer l'évolution des bunkers eux-mêmes. Ces deux entités sont engagées dans une lutte acharnée de longue date aux enjeux extrêmement élevés. Chaque fois qu'un côté prend le dessus, l'autre s'adapte rapidement, entraînant un cycle incessant d'innovation et de contre-innovation. Et cette vidéo parle de cette bataille bunkers versus bombes anti-bunkers, béton high-tech versus explosifs de précision, fortification versus annihilation. Qui gagnera à la fin? Actuellement, et dans un futur proche, les bombes anti-bunkers ont l'avantage. Cependant, les bunkers ont été les premiers sur le terrain. Dans le monde moderne, le contrôle et l'adaptabilité sont tout, que ce soit sur le champ de bataille ou en affaires. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui, Odoo, révolutionne la façon dont les gens construisent et gèrent les sites web, le rendant plus rapide, plus facile et plus efficace que jamais. Avec le constructeur de sites web d'Odoo, déployez un site élégant et professionnel en quelques clics, sans codage. Que vous lanciez un blog d'analyse de défense, une boutique de commerce électronique ou une plateforme de formation tactique, une forte présence en ligne est essentielle pour la crédibilité et l'impact. Le système intuitif de glisser-déposer d'Odoo vous permet de personnaliser votre site avec facilité, tandis que ces outils alimentés par l'intelligence artificielle affinent votre message, génèrent du contenu convaincant et optimisent vos appels à l'action. Car dans toute mission, la communication est primordiale, et c'est là le plus important. Votre première application Odoo est gratuite à vie. Inclut un hébergement illimité, un support client et un domaine personnalisé pour la première année. Aucun frais cachés ni surprise. La bonne stratégie et les bons outils font toute la différence. Cliquez sur le lien en description pour tester le constructeur de site web gratuit d'Odoo et concrétiser vos idées dès maintenant. Créer le site web de vos rêves n'a jamais été aussi simple. Les bunkers, apparus lors de la Première Guerre mondiale, offraient une protection vitale aux soldats dans les tranchées. Ces fortifications rudimentaires en boue et sacs de sable ont vite évolué vers des conceptions plus avancées durant la Seconde Guerre mondiale et après. Face aux bombardements aériens, les nations ont creusé plus profondément, renforçant leurs abris avec du béton d'acier pour résister aux attaques venues du ciel. Entre les deux guerres mondiales, les Français et les Allemands ont construit d'importantes fortifications, la ligne Maginot et la ligne Siegfried, en béton armé pour résister aux attaques aériennes et d'artillerie. Les Allemands ont aussi bâti de nombreux bunkers fortifiés le long du tristement célèbre mur de l'Atlantique. La Seconde Guerre mondiale a aussi marqué les débuts des essais de bombes pouvant pénétrer les bunkers. En effet, les bombes classiques étaient quasiment inefficaces contre ces structures fortifiées de plus en plus présentes sur le champ de bataille. Quand une bombe conventionnelle explose, la plupart de son énergie se disperse dans l'air, préservant en grande partie la structure en béton. L'impact crée une onde de choc et pourrait même créer un trou béant. Mais ce n'est simplement pas suffisant pour briser le mur de béton épais, car le béton environnant absorbera une partie de l'énergie cinétique de la bombe, la ralentissant. La bombe doit traverser le béton et exploser à l'intérieur pour faire de réels dégâts. Maintenant, le béton peut être résistant sous compression, mais il est en fait assez fragile lorsqu'il est étiré. Cela le rend moins efficace contre les impacts à haute vitesse. Selon Phil Purnell, expert en technologie du béton, ce matériau est intrinsèquement fragile.
Bon pour être écrasé, pas étiré. C'est sa principale faille. Il se fissure et s'effrite sous la pression, créant des vulnérabilités. Les Britanniques sont exploités des vulnérabilités pour créer les bombes Tallboy et le monstre Grand Slam. Des conceptions révolutionnaires, qui ont changé la donne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces dispositifs n'étaient pas des bombes ordinaires. Ils n'ont pas été conçus pour pénétrer directement les défenses, bien qu'ils en soient capables. Barnes Wallace, le génie derrière ces bombes, les a conçus pour atterrir près des bunkers, pénétrer profondément dans le sol puis exploser. Cette technique créerait un camouflet, une grande cavité souterraine, tout en délivrant des ondes de choc pouvant dévaster des structures jusqu'à 500 pieds de distance. Grâce à cette approche, le Tallboy et le Grand Slam ont transformé le sol sous les cibles fortifiées en un gâchis tremblant. C'est pourquoi on les appelait aussi souvent des bombes sismiques. Il va sans dire que ces deux bombes ont été conçues pour la destruction. Pesant 5 tonnes, le Tallboy avait un design épuré qui lui permettait de dépasser les 750 miles par heure lorsqu'il était largué de 18 000 pieds. Cette structure aérodynamique était cruciale pour plus qu'une simple chute rapide. Le design comportait des ailerons décalés qui faisaient tourner la bombe en chute, améliorant stabilité et précision, la rendant moins déviable par la résistance de l'air. Quant au Grand Slam, son nom lui rend justice, pesant un stupéfiant 10 tonnes. Cette bombe était une merveille d'ingénierie conçue pour une pénétration ultime. Elle pouvait percer jusqu'à 20 pieds de béton armé, ciblant le cœur même des fortifications ennemies. L'enveloppe de la bombe était fabriquée à partir d'un alliage d'acier robuste de denim chromé mollet, spécifiquement choisi pour sa force et sa résilience. Pour survivre aux forces immenses, à l'impact et atteindre une pénétration maximale, le design devait résister aux conditions brutales d'une descente quasi supersonique. Malgré ses spécifications impressionnantes, le bombardement aérien était en réalité parsemé de défis. Certaines de ces bombes massives se sont désintégrées à l'impact, un résultat prévisible au vu de leur poids énorme, et des compromis de conception pour atteindre une telle masse et vitesse. La forme des bombes, optimisée pour la chute et non pour percer des barrières solides, posait des risques importants lors du déploiement. Cependant, le Tallboy et le Grand Slam ont prouvé leur force durant la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, 2 Grands Slams ont pénétré les toits en béton armés de 15 pieds, des péniches de sous-marins, Valentin à Farges. Malgré leur potentiel destructeur incroyable, les lacunes de ces bombes ont incité les développeurs d'armes à chercher de nouvelles solutions. Et voilà, la bombe Disney était née. Oui, vous avez bien entendu, le célèbre Disney. Un groupe d'officiers de la Royal Navy britannique aurait eu l'idée de cette bombe en regardant un film de 1943. Dans le film de propagande animé de Walt Disney, Victory Through Air Power, une bombe similaire, bien que fictive, était représentée. Cette bombe, officiellement appelée bombe à assistance roquette perforante de béton de 4500 livres, était l'idée originale du capitaine Edward Terrell de la Royal Navy. Sa vision principale était de créer une nouvelle arme qui pourrait atteindre des vitesses terminales beaucoup plus élevées que le Tallboy ou le Grand Slam en chute libre. En utilisant les principes de l'approximation de Newton pour l'impact, la profondeur et l'équation de Young, Terrell a conçu une bombe d'environ 16 pieds de long et 11 pouces de large. Sa forme élancée et mince était cruciale pour concentrer toute son énergie cinétique sur un petit point. Imaginez une fléchette atteignant sa cible plutôt qu'un rocher dévalant une pente. La bombe Disney contenait plus de 500 livres d'explosifs, mais pesait un total de 4500 livres, comme le suggère son nom officiel. Ce ratio lui a permis de conserver un coup puissant tout en étant nettement plus léger que ses prédécesseurs. Pour atteindre une vitesse maximale, 19 tubes de roquettes de 3 pouces ont été fixés à l'arrière de la bombe. Les roquettes, programmées pour s'allumer 30 secondes après le largage de la bombe, la propulsaient à une vitesse vertigineuse de 990 miles par heure, soit Mach 1, de 9. Bien que conçues par les Britanniques, ce sont finalement les Américains qui ont décidé de déployer cette bombe. Les États-Unis ont largué 158 bombes Disney depuis des bombardiers lourds B-17 Flying Fortress lors des derniers mois de la guerre. Toutefois, les essais d'après-guerre ont réellement dévoilé le pouvoir destructeur de cette bombe. Une seule bombe Disney pouvait pénétrer près de 15 pieds de béton armé. Au bunker de sous-marins Valentin, une importante installation allemande de construction et de réparation de sous-marins près de Brême. La bombe a non seulement percé le toit du bunker, mais a aussi traversé les 3 mètres de béton du sol pour finir dans le sable en dessous. Le design plus léger et plus mince signifiait également que les avions pouvaient transporter plus de bombes Disney par rapport à une seule Tallboy. Cependant, la précision demeurait un défi majeur. Les bombes, sans système de guidage, devaient être larguées d'une altitude d'environ 20 000 pieds, suivant une chute libre d'une trentaine de secondes. À 5 000 pieds, les fusées s'allumaient, expulsant la section de queue et ajoutant 300 pieds par seconde à la vitesse de la bombe.
Cela a porté la vitesse d'impact finale à 1450 pieds par seconde. Malgré leur conception révolutionnaire, les bombes Disney n'étaient donc pas infaillibles. Sans système de guidage, ces missiles non guidés dépendaient de calculs précis de hauteur, distance et vitesse lors du déploiement. Malgré les avancées significatives dans la technologie des bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, l'évolution majeure des munitions de destruction de bunkers est survenue dans les décennies suivantes. L'une des premières bombes de destruction de bunkers à contenir un système de guidage était le Tarzan, une bombe de 12 000 livres déployée lors de la guerre de Corée contre un centre de commandement souterrain. Quant à sa construction, la bombe n'était rien de plus qu'un grand garçon avec une télécommande ajoutée. Toutefois, l'ère de la guerre froide a été marquée par une prolifération de bunkers. C'était une époque où une guerre nucléaire semblait trop proche pour être confortable, incitant les nations à renforcer leur défense en creusant profondément. Les États-Unis et l'Union soviétique enterraient leurs bunkers sous d'énormes volumes de terre et de béton armé pour résister non seulement aux bombardements conventionnels, mais aussi à l'impact dévastateur des frappes nucléaires. Le complexe de bunkers du mont Yamantau était un symbole des tensions et de la paranoïa de la guerre froide. Enfoui dans les montagnes de l'Oural, ce vaste complexe s'étendrait sur des kilomètres sous terre, avec un labyrinthe de chambres fortifiées et de tunnels conçus pour résister au pire, selon les rumeurs. Selon un député américain de l'époque, le mont Yamantau était capable de survivre à une demi-douzaine de frappes nucléaires répétées, l'une après l'autre. Cependant, ce n'est pas la construction d'abris anti-apocalypse qui a déclenché le développement des bombes modernes de destruction de bunkers, mais la guerre du Golfe. Durant l'opération Tempête du désert, en 1991, les États-Unis ont fait face à un problème urgent. Les bunkers de commandement irakiens étaient enfouis profondément sous terre et renforcés de plusieurs pieds de béton. Les bunker busters de 2000 livres se sont donc avérés inefficaces contre ces redoutables structures. 50 United States Air Force nécessitaient donc une solution pour pénétrer ces défenses renforcées de toute urgence. L'urgence était nécessaire car le conflit en cours exigeait une action immédiate pour neutraliser les capacités de commandement de l'ennemi. Sinon, les États-Unis risquaient de prolonger la guerre, permettant aux forces irakiennes de se regrouper et de renforcer leur défense. En réponse à ce besoin critique, l'unité de bombardement guidé 28, ou unité de bombardement guidé 28, a été développée à une vitesse vertigineuse. Cette bombe innovante de 19 pieds avait la masse nécessaire pour une pénétration efficace. Pesant 5000 livres, elle est devenue l'une des munitions guidées de précision les plus lourdes de son époque, démontrant la détermination à surmonter les défenses redoutables des bunkers de commandement irakiens. Construite à partir d'un canon d'artillerie modifié de 14-12,7 cm de diamètre, la coque de la bombe offrait une durabilité et une résistance exceptionnelles, essentielles pour résister aux forces immenses lors du déploiement et de l'impact. À l'intérieur, le Guided Bomb Unit 28 contenait 675 livres d'explosifs tritonal, une puissante combinaison de 80% de trinitrotoluène et de 20% de poudre d'aluminium, qui a augmenté la létalité de la bombe et l'a rendue environ 18% plus puissante que le trinitrotoluène conventionnel seul. Avec ces spécifications, la phrase suivante ne surprend pas. Le GBU-28 a été conçu pour un impact majeur. La bombe était capable de pénétrer jusqu'à 20 pieds poreux de béton armé et d'atteindre des profondeurs de 100 pieds dans la terre. Cela a permis aux forces américaines de cibler et de neutraliser des bunkers auparavant invulnérables. Le Guided Bomb Unit 28 était équipé d'un ensemble de guidage laser de pointe pour qu'il puisse se diriger vers des cibles. Guidé par des observateurs au sol ou des avions, avec des ailerons assurant une trajectoire précise pendant sa chute, la bombe se concentre uniquement sur la destruction. Étonnamment, une bombe avec ces qualités a été développée en seulement 28 jours. Mais comment cela était-il même possible ? Eh bien, l'armée américaine a puisé dans ses stocks et modifié les canons de 8 pouces existants à la direction des munitions du laboratoire de recherche de l'Air Force en Floride pour les transformer en enveloppes de bombes. Des prototypes de bombes ont été rapidement produits et testés grâce à une remarquable ingénierie et un travail d'équipe efficace. Le 27 février 1991, 2 bombes opérationnelles GBU-28 ont été livrées par des jets de combat F-11-11, un Aardvark, lors d'une mission critique. Une bombe a raté sa cible, mais l'autre a frappé directement un bunker irakien fortifié, la fumée à l'entrée indiquant une brèche réussie. Ce moment a démontré les capacités de la GBU-28 et marqué un tournant décisif dans le conflit. Le commandement irakien a été laissé en ruine. En 2 jours, face à leur position compromise, les forces irakiennes se sont rendues, mettant fin à leur avantage opérationnel. Cet événement a fait de la GBU-28 une arme révolutionnaire qui allait remodeler les futures tactiques militaires. Mais vous souvenez-vous de ce que nous avons dit.
Les progrès significatifs dans la technologie des brise-bunkers ont entraîné des avancées majeures dans la technologie du béton utilisé pour les bunkers. Et l'Iran était à l'avant-garde de cette évolution. L'introduction du béton à ultra haute performance, a marqué un changement sismique dans la construction de bunkers, redéfinissant le paysage du génie militaire. Le béton à ultra haute performance, d'abord utilisé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine dans les années 80, n'est devenu commercialement disponible aux États-Unis qu'en 2000. Cependant, l'Iran a rapidement reconnu son potentiel et a commencé à mettre en œuvre cette technologie dans leurs infrastructures militaires. Qu'est-ce qui rend le béton à ultra haute performance spécial ? Tout d'abord, il présente une résistance à la traction étonnante, pouvant atteindre 35-454 kg par pouce carré ou plus, une amélioration considérable par rapport aux 5000 à Dix, 454 kg par pouce carré, généralement trouvé dans le béton haute résistance traditionnel. Cette résistance impressionnante est obtenue en transformant le béton en un matériau composite en y ajoutant des fibres d'acier à haute teneur en carbone, de fibres de verre, ou un mélange des deux. Ces fibres sont essentielles pour empêcher les fissures de se propager dans la structure. Au lieu d'une grande défaillance catastrophique, le Ultra High Performance Concrete développe un réseau de petites fissures, permettant au béton d'absorber plus d'énergie sans succomber à un effondrement structurel. En plus de sa force impressionnante, le Ultra High Performance Concrete présente un comportement remarquablement ductile, lui permettant de se déformer sous contrainte sans échouer complètement. C'est une première pour le béton, qui a traditionnellement été fragile et sujet à des défaillances catastrophiques lorsqu'il dépasse ses limites. Combiné avec un renforcement en fibres appropriées, le Ultra High Performance Concrete peut atteindre des résistances à la flexion jusqu'à 3107 kg par pouce carré. Le résultat est un matériau qui résiste aux impacts directs et maintient son intégrité structurelle dans la durée. Mais que signifient ces caractéristiques pour les bunkers renforcés en Ultra High Performance Concrete ? À la fin des années 2000, des rumeurs ont circulé sur un bunker iranien frappé par une bombe de destruction de bunker. Mais au lieu d'exploser et de pénétrer le béton armé, la bombe s'est incrustée dans la surface de la construction. Si l'on en croit les rumeurs, l'Ultra High Performance Concrete a simplement repoussé la bombe comme si de rien n'était. Sans surprise, cette évolution inquiétante a choqué les milieux militaires américains, révélant l'efficacité de l'Ultra High Performance Concrete pour neutraliser les munitions classiques de destruction de bunkers. La réponse des États-Unis ? Une nouvelle bombe anti-bunkers, évidemment. Rencontrer le Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrator. Massive Ordnance Penetrator, une véritable monstruosité de l'ingénierie militaire. Cette arme a été développée par les États-Unis pour s'attaquer aux cibles les plus dures et profondes que les munitions traditionnelles ne pouvaient atteindre, suite à la diminution constatée de l'efficacité des précédentes bombes de destruction de bunkers. Pesant 30 000 livres et s'étendant sur une longueur massive de 20 pieds, le Guided Bomb Unit 57 est un poids lourd dans tous les sens du terme. Son but ? Pénétrer jusqu'à 200 pieds de terre, ou 60 pieds de béton ultra renforcé. C'est possible grâce à sa construction incroyable. Le boîtier de la bombe est fabriqué en acier Eglin, un alliage à faible coût et très durable qui offre une résistance exceptionnelle. Avec une résistance à la traction de 10 000 livres par pouce carré, plus de 6 fois la résistance de l'acier de construction, et plus de 2 fois et demi celle de l'acier utilisé pour les canons d'artillerie. Le Guided Bomb Unit 57 peut résister à l'immense pression de percer les matériaux les plus durs avant de libérer sa charge mortelle. Concernant les charges utiles, le Massive Ordnance Penetrator transporte une impressionnante charge de 2,4 tonnes d'explosifs dans une ogive de 2722,70 kg. La bombe est guidée avec une précision système de positionnement global utilisant des ailerons en treillis pour assurer un impact chirurgical sur sa cible. Le bombardier furtif B-2 Spirit est le seul avion américain pouvant transporter le Guided Bomb Unit 57 en raison de sa taille et de son poids important. Chaque B-2 peut transporter 2 de ces bombes de 30 000 livres, et ils ont été spécifiquement réaménagés à cet effet. Avec tout cela à l'esprit, il ne devrait pas être surprenant que les États-Unis aient dépensé plus de 300 millions de dollars pour 20 de ces bombes, chacune coûtant une somme stupéfiante de 15 millions par unité. Boeing et l'armée de l'air continuent d'améliorer les capacités du MOB, garantissant qu'il reste l'une des bombes non nucléaires les plus puissantes de l'inventaire américain. Certes, le béton évolue également. Récemment, les innovations ont rendu ce matériau ubiquitaire plus robuste que jamais. En 2007, l'université de Téhéran a créé des cubes de béton capables de résister entre 50 000 et 60 000 livres par pouce carré, une augmentation significative par rapport à la résistance traditionnelle du béton. Avançons jusqu'en 2020. Il y a le Ultra High Performance Concrete micro-renforcé, un matériau nouvelle génération, connu pour son extrême ductilité, absorption d'énergie et résistance aux produits chimiques, à l'eau et à la température. De plus, il existe le composite cimentaire à gradient fonctionnel FGCC,
un concurrent encore plus redoutable. Le FGCC est créé en superposant différents types de béton à ultra haute performance, chacun ayant des forces spécifiques. La couche externe en ultra high performance concrète, renforcée par des agrégats, est très dure, tandis que la couche inférieure en ultra high performance concrète, renforcée par des fibres hybrides, absorbe l'énergie et résiste à la fissuration. La couche la plus interne est un ultra high performance concrète, renforcée de fibres d'acier résistants, qui attrape les fragments si le béton se fissure. Comme le souligne le docteur Stephanie Barnett, de l'université de Portsmouth, c'est la prochaine étape dans la balance sans fin entre l'offense et la défense. Des bunkers renforcés sont bâtis pour résister aux munitions de plus en plus puissantes développées pour les percer. La guerre entre les bombes et les bunkers est loin d'être finie. Mais qu'en est-il du combat contre les bombes de bunkers? Peuvent-ils être arrêtés d'une manière ou d'une autre? Ils le peuvent, mais seulement avant d'atteindre leur cible. Cela peut être fait de plusieurs façons. Une d'elles est d'intercepter le véhicule de livraison. La première ligne de défense vise à intercepter l'avion livrant le bunker buster. Les nations du globe ont massivement investi dans des systèmes de défense aérienne avancés. Tout comme les S-300, S-400 et S-500, fabriqués en Russie, conçus pour abattre les menaces avant qu'elles n'atteignent leur cible. Numéro 2. Détruire les bunker busters en plein vol. Échouer à éliminer l'avion transportant la bombe, bunker buster. Pas de problème, visez simplement la bombe en plein vol. Cette tactique agressive nécessite des munitions de précision avancées, comme des missiles air-air ou des armes montées sur des drones, et comporte des risques inhérents. Mais la possibilité de neutraliser la menace avant l'impact en fait une stratégie à haut risque qui mérite réflexion. Son succès repose sur la précision et des temps de réaction rapides, exigeant des opérateurs qualifiés prêts à agir rapidement. 3. Perturber les systèmes de guidage. Si vous ne pouvez pas éliminer le bunker buster avant qu'il n'atteigne la cible prévue, vous pouvez au moins vous assurer qu'il manque la marque. La guerre électronique, en brouillant les signaux ou en déployant des contre-mesures, peut perturber les systèmes de guidage des bombes et les dévier de leur trajectoire. 4. Attaquer les dépôts de munitions est une autre stratégie perturbatrice ciblant le stockage des bunker busters. Frapper ces unités de stockage de munitions avec des armes de précision avant qu'elles ne puissent être déployées réduit considérablement la menace. De plus, cela sème le chaos chez l'ennemi, perturbant ses opérations et sapant la confiance. Avec toutes ces stratégies à l'esprit, une question se pose. Quelqu'un d'autre que les États-Unis pourrait-il efficacement contrer les capacités avancées de destruction de bunkers de l'Iran, de la Chine, de la Russie? Et si oui, quelle méthode pour arrêter ces bêtes trouvez-vous la plus efficace? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, allez voir comment les États-Unis prévoient de détruire les bunkers souterrains de l'Iran. Ou cliquez sur l'autre vidéo.